qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé dans la vie personnelle des hommes d'État. Une image, cette semaine, semble avoir fait bouger les lignes. Voilà la famille qui arrive, puisque Cécilia Sarkozy, accompagnée de son fils, leur fils, Louis, est donc là pour ce très grand moment, évidemment, pour eux deux. Et puis les deux filles de Cécilia Sarkozy, qui se trouvent derrière elle, et puis les deux fils qui les encadrent. Les deux fils, Jean et Pierre, deux fils qu'il a eus d'un premier mariage avec Marie, une Corse, et les deux filles de Cécilia Sarkozy sont celles de Jacques Martin. Et voilà donc toute cette famille recomposée avec le petit garçon que Nicolas et Cécilia Sarkozy ont eu ensemble, qui pose devant les photographes. Alors, l'équipe du film Sarkozy président montant les marches de l'Élysée, y aura-t-il un avant et un après cette image? Les rapports de la politique et du spectacle vont-ils changer? Et sera-ce pour le meilleur ou pour le pire? Débat brûlant cette semaine avec Jean-Paul Lepers. Vous filmez le personnel politique français depuis de longues années. Vous avez signé Le Jour de gloire encore dimanche soir sur Canal+, et vous animez une chaîne de télé sur le web, la télé libre. Dominique de Montvalon, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Parisien, grand quotidien populaire français. Ce que vous allez dire sera très écouté aujourd'hui. Enfin, Charles Bremner, correspondant à Paris du quotidien britannique The Times. Alors, énorme succès du spectacle Sarkozy-Cécilia à l'Élysée dans la presse britannique cette semaine. Succès inattendu, pages entières, grosse couverture, on en parlera avec vous. Et évidemment, nous allons commencer donc avec vous, David Abiker, par revenir sur ces images que vous avez regardées attentivement. Alors je vous cache pas que j'avais peur de m'ennuyer devant le protocole républicain habituel. Et puis miracle, ça a été un peu comme je prends un vieux magazine chez mon coiffeur. J'ai vu cette famille jeune, glamour débarquer sur le tapis rouge. Et je me suis dit chouette, ça va être une aubaine pour les images de télé. Alors c'est effectivement une aubaine pour les images de télé, mais Patrick Poivre d'Arvor avait singulièrement quelques scrupules, mais c'était les derniers. Alors il y a eu tout un débat sur évidemment la vie privée, est toujours très très difficile de savoir si on doit ou non flouter les yeux de ce petit garçon. Voilà, très très difficile, mais enfin le débat a été quand même rapidement expédié, au point que TF1 ensuite se lâche complètement, a commenté cette cérémonie en nous parlant des familles de Nicolas Sarkozy, un peu comme on parle des familles royales justement, sans oublier d'évoquer les mésalliances. La première fois que Nicolas Sarkozy a vu Cécilia, c'était le jour de son mariage avec Jacques Martin. Et c'est vrai que là, il a été pris d'un vertige parce qu'il est tombé amoureux fou d'elle ce jour-là. Voilà, on saura tout. Et plus la cérémonie avance, plus on sent les journalistes gagner par une sorte d'enthousiasme contagieux, parce que moi j'adorais aussi, enthousiasme qui les conduit à faire des comparaisons historiquement très flatteuses. Est-ce que vous diriez, Catherine, on voit beaucoup la famille, on a évoqué un nouveau style de politique, est-ce qu'on peut assimiler ou rapprocher le clan Sarkozy du clan Kennedy, par exemple? Regardez cette image qui restera aussi une des images du jour. Voilà, c'est une ambiance à la Kennedy. Et voilà, on les sent souriants derrière leur poste, les journalistes, à regarder comme ça. Et j'ai regretté, moi personnellement, que Stéphane Bern ou Feu Léon Zitrone ne soient pas là aussi pour commenter cette cérémonie. Cela dit, Patrick Poivre d'Arvor, pour nous parler de qui est avec qui dans l'aristocratie républicaine de seconde catégorie, mais il est très fort aussi. Voici qu'arrive le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, 6e président de la 5e République, suivi de Dominique de Villepin, qui a remis hier sa démission, et le président de l'Assemblée, Patrick Ollier, le compagnon de Michel Alliot-Marie. Vous avez remarqué le petit détail à la fin. Alors si on m'avait dit qu'un jour je regarderais ce type de cérémonie avec les yeux d'une vraie midinette, je ne l'aurais pas cru, mais force est de constater que les caméras étaient obligées quasiment par les circonstances à filmer tout ça avec les yeux d'un paparazzi. Discours presque programmatique avec 2 fois le mot respecter la parole donnée. Puis il y a évidemment un moment d'émotion avec ce geste tendre sur la joue de son épouse. Un petit baiser sur la bouche. Voilà, donc on est en plein cœur de la cérémonie républicaine et je me suis dit là, ça y est, on la tient, notre famille royale, on a nos Windsor à nous, on a nos Grimaldi. Stéphanie n'a qu'à bien se tenir, je parle de Stéphanie de Monaco, et on la tient si bien, cette famille, que Claire Chazal a presque envie de nous rediffuser, et elle nous rediffuse ces images essentielles de cette cérémonie républicaine, elle ne résiste pas.
On peut revoir des images assez émouvantes et tendres et chaleureuses de la famille Sarkozy, de l'épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia, et de son fils Louis. On le sait pour lui, et Catherine Ney le rappelait, les sentiments, l'attachement. Un baiser sur la bouche, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup dans cette salle des fêtes. Un moment important, évidemment, que saisiront tous les magazines People. Voilà, les magazines People vont le saisir, mais la télé le saisit immédiatement en direct. Et il a raison, Patrick Poivre-d'Arvor, je crois qu'on assiste à une mini-révolution avec le People qui percute de plein fouet le protocole pour donner une imagerie républicaine inédite, nouvelle. Alors, je ne vous cache pas, moi j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça plein de jeunesse, plein de séduction. Et c'est justement parce que c'est plein de jeunesse et surtout de séduction qu'il va falloir prendre nos distances et se méfier beaucoup de ces images qui nous caressent dans le sens du poil, si j'ose dire. Alors, prendre ses distances et se méfier, on va essayer de commencer. En commençant par le regard décalé de la presse britannique sur cette cérémonie républicaine, Maya, et alors ce que vous avez découvert, c'est que énorme impact de ces images dans les journaux britanniques. Oui, là-bas, on a adoré le spectacle de la passation de pouvoir. Ils ont tous trouvé ça incroyablement glamour. C'était notamment votre avis, Charles Bremner. Alors, dans le Times, vous expliquez bien sûr les codes nucléaires, Chirac, Fillon, tout ça, mais vous décrivez aussi longuement ce que vous appelez le moment de grâce, lorsque les caméras s'attardent sur, je vous cite, la très glamour Cécilia Sarkozy, toute de Prada vêtue. Alors vous avez également noté que Nicolas Sarkozy a embrassé 2 fois sa femme, qui selon vous avait l'air mal à l'aise. Un baiser qui a également beaucoup intéressé le Daily Telegraph, pour qui la radieuse Cécilia a carrément éclipsé son président de mari grâce à cette robe de satin duchesse couleur ivoire qui a décidément beaucoup plu. Alors là aussi, on s'attarde sur le baiser sur la bouche et on rappelle au passage l'absence de Madame Sarkozy durant la campagne. Mais alors les plus complets sur ce terrain-là, du moins, c'était le Daily Mail qui voit dans ses marques d'affection ostensibles une volonté de mettre fin à des mois de spéculation sur la crise qui touchait le couple. Alors leur mariage est qualifié de soap-opéra public, ponctué par des séparations périodiques et d'émouvantes retrouvailles. Et du coup, le Daily Mail en profite pour faire l'historique du couple, leur rencontre, alors qu'ils sont mariés chacun de leur côté. Et puis aussi le jour où l'ex-Madame Sarkozy aurait découvert leur liaison. C'était lors d'un séjour au ski, en suivant les traces de pas de son mari dans la neige, des traces de pas qui l'ont mené jusqu'au chalet de Cécilia. Voilà. Mais surtout, le quotidien rappelle aux lecteurs britanniques qu'il existe en France une loi très stricte protégeant la vie privée des hommes publics, qui leur permet donc à ces personnalités publiques de se conduire de manière scandaleuse sans être inquiétés. Mais il rappelle aussi que depuis Félix Faure, avoir des aventures extra-conjugales est considéré par les Français comme un droit présidentiel. Alors expliquez-nous pourquoi cette histoire a si bien marché dans la presse britannique. Parce que finalement, vous avez les mêmes à la maison. Donc pourquoi... C'est moins glamour en ce moment. En ce moment, oui. On a vécu ça avec Diana et Charles. Il y a un petit peu Diana et Charles en Nicolas, Cécilia. C'est ça qui intéresse un peu. Il y a le petit piment de l'état de leur couple. On n'en parle pas. Oui, parce que alors, ce qu'on a remarqué en lisant la presse britannique, c'est que effectivement, on a l'impression que les journalistes britanniques vont essayer de reconstruire une histoire Diana avec Cécilia Sarkozy. Oui. Par exemple, sa lutte contre le protocole. Puisqu'il a été raconté dans les articles que le protocole de l'Élysée ne voulait pas placer ses enfants à côté d'elle et qu'elle a lutté pour garder ses enfants à côté d'elle pendant la cérémonie et garder cette place-là. Et ce qui rappelle une des composantes de l'histoire Diana qui a été vendue par les journaux britanniques pendant des années et des années. Les Britanniques aiment bien la monarchie et en France vous avez une monarchie, donc on déplace un peu l'intérêt. Et on construit toujours un feuilleton, un soap opera. Maintenant on a un peu Desperate Housewives sur la scène. Et ça, on raffole de ça en Angleterre, parce que c'est des personnages très glamour. Vous pensez que c'est une histoire qui va tenir au moins 5 ans dans la presse britannique ? Je crois que oui. Ça aurait été encore mieux si Ségolène Royal avait gagné la présidence. Ah oui, oui. Parce que là, on aurait une femme présidente. Qui s'appelle Royal. Royal, et qui a, tout le monde sait, certains problèmes avec son mari. La tension, le drame shakespearien d'un mari qui est son patron, mais qui n'est plus.
Et on aurait pu vendre des milliers et des milliers de... Ah oui, donc Cécilia Sarkozy, c'est moins bien. À long terme, je crois que oui. À long terme, mais c'est quand même ça, c'est très intéressant. C'est quand même pas mal. Vous faites dans le Parisien, hein, vous ne faites pas la une sur cette image People, puisque le Parisien a choisi de faire la une sur l'image proprement politique. Et d'ailleurs, l'image People n'arrive pas dans la première double page. Elle n'arrive pas dans la deuxième double page, elle arrive dans la troisième double page qui est consacrée à cette... Voilà, on la voit bien. C'est un choix que vous assumez encore aujourd'hui ou vous vous dites ah, on a peut-être un peu raté le train là. Non, c'est un choix qu'on assume, mais je voudrais apporter de l'eau à votre moulin. Nous avions mis à la une au lendemain de la victoire de Nicolas Sarkozy le couple. Nous étions les seuls. Alors, on avait déjà fait beaucoup. On n'allait quand même pas réduire la vie politique, du moins à la une, à ces images très Jour de France, très gala, qui sont amusantes. Je me demande quelles sera... Amusantes sans plus. Non, elles sont parlantes, elles sont amusantes, elles sont inattendues. Il faudra tenir le rythme. Hein. Ils ont fait très fort d'emblée. Ça s'use vite. Hein. En termes d'impression et d'image, il faudra tenir le rythme. On peut penser qu'il aurait été beaucoup plus vendeur pour le Parisien de mettre la photo People à la une. C'est un débat que vous avez eu, par exemple ? On a pu en discuter, oui, il n'y avait plus toute une série de photos. Oui, on en a discuté, oui. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pu en discuter. On en a discuté, mais ça a été vite tranché. Ça a été vite tranché. Ça a été vite tranché. Écoutez, moi j'appartiens à une génération de journalistes politiques qui a connu jusqu'à l'hypocrisie une situation en France qu'on revendiquait, que j'assumais, mais il fallait aussi assumer la part d'hypocrisie, où on séparait complètement vie privée, vie publique. C'est fini ça ? De toute façon, on n'a pas le choix. Le problème, c'est d'inventer de nouveaux repères. Je ne souhaite pas personnellement qu'on verse dans le registre des tabloïds britanniques. Mais on ne peut pas, les frontières ont explosé, ce faux mur de Berlin, il n'existe plus. Depuis quand ? Il y a eu déjà des coups de boutoir, et quelque part, je dirais volontiers, effectivement, que cette cérémonie à l'Élysée, la couleur et la tonalité qu'elle a prise, eh bien, les dernières pierres sont tombées. John Paul, sur ces images. On est dans une hypocrisie quand même, parce que effectivement, on a le clan Sarkozy depuis un moment se montre sa vie privée quand ça l'arrange, et quand ça l'arrange, il ne veut plus qu'on en parle. Et on a en France une loi qui nous interdit, nous journalistes, de parler de la vie privée. C'est quand même ça qui est notre système. Il est beaucoup plus compliqué qu'en Grande-Bretagne, où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc là, on va nous proposer des images quand on veut, et quand la vie privée va gêner les intéressés, on n'aura pas le droit d'en parler. Et donc là, on est dans un truc. Alors, succède une autre. Il va falloir, dans ce cas-là, peut-être ne pas arrêter de nous piéger. On va devoir parler de Cécilia Sarkozy qui ne va pas voter, ou semble-t-il, qui ne vote pas pour son compagnon au deuxième tour. On va y venir dans une seconde. D'accord. Alors, est-ce que le mur de Berlin est tombé ou est-ce qu'on va rester dans un système d'hypocrisie ? On va y venir dans une seconde. Juste avant, un retour sur la mystérieuse journée du 6 mai de Cécilia Sarkozy, Maya. Oui, parce que la manière dont les médias l'ont traitée, surtout. Surtout, la presse britannique, je vous l'ai dit tout à l'heure, en a beaucoup parlé. Cécilia Sarkozy ne s'est pas trop montrée pendant la campagne, mais elle était aux côtés de son mari pour voter lors du premier tour, donc logiquement, elle devait y être pour le deuxième. Eh ben non, en fait, elle n'y était pas. Et son absence saute aux yeux, mais bizarrement, sur TF1 et France 2, aucun commentateur ne semble l'avoir remarqué. Il a voté assez rapidement, visiblement pour lui il n'y avait pas tellement d'alternatives, en tout cas pas de choix bien long. Nicolas Sarkozy qui a voté chez lui à Neuilly-sur-Seine dans une école proche de son domicile. Voilà, donc on nous dit qu'il a voté rapidement, qu'il a voté près de chez lui, mais pas que sa femme n'était pas là. Et donc ce jour-là apparemment il n'y a que France 3 qui avait les yeux ouverts. Le candidat de l'UMP était accompagné des deux filles de Cécilia Sarkozy, que vous voyez derrière lui. Son épouse n'était pas là. Donc voilà, il faut attendre la fin de soirée pour être rassuré. Cécilia Sarkozy va finalement se montrer à la Concorde sur la scène. Et alors pour ceux qui seraient allés se coucher trop tôt et qui auraient raté l'image, heureusement il y a Paris Match qui choisit ce joli bisou pour sa couverture avec à l'intérieur encore des photos qui nous montrent un couple
unis et un commentaire qui nous promet que Cécilia revient au premier plan. Ouf, nous voilà rassurés, hélas. Quelques jours plus tard, c'est le site internet Rue 89, un site créé par d'anciens journalistes de Libération, qui nous apprend qu'au journal du dimanche, les journalistes ont fait l'enquête et ont découvert que la femme du président n'est pas allée voter le 6 mai. Alors le papier devait paraître dimanche dernier, mais il a été retiré au dernier moment et cette info est reprise sur France 3. Retiré du journal du dimanche. Hein, du journal de dimanche, pardon. Derrière vous, oui. Donc l'info est reprise sur France 3 lundi dernier. Le 19-20 y consacre un long sujet. C'est l'histoire d'un article que le journal du dimanche n'a pas publié, mais qui fait grand bruit. La future première dame de France, qui accompagne son mari place de la Concorde le soir de la victoire, n'a pas voté le dimanche 6 mai au second tour des élections. Au JDD, on a remarqué son absence et poussé l'investigation jusqu'aux listes d'émargement que la loi veut publiques pendant 10 jours. Nulle trace en préfecture du vote de Cécilia Siganer-Albeniz, épouse Sarkozy. Voilà, alors France 3, dans le même sujet, reprend une interview du directeur de la rédaction du JDD, Jacques J'espère-en-Dieu, qui confirme avoir retiré le papier, mais jure que c'est une décision qu'il a prise seul en son âme et conscience, dément toute pression, même s'il reconnaît avoir reçu un coup de fil. Alors lui ne dit pas de qui il a appelé, mais France 3 évoque Arnaud Lagardère, intime des Sarkozy et principal actionnaire du journal du dimanche. Des pressions confirmées le lendemain par la rédaction du JDD, qui dans une lettre ouverte adressée à Lagardère dénonce la censure, lettre ouverte dont seuls les téléspectateurs de France 3, une fois encore, ont entendu parler. Les journalistes de l'hebdomadaire réunis en Assemblée Générale ont approuvé à la quasi-unanimité le contenu d'une lettre ouverte adressée à Arnaud Lagardère, très proche de Nicolas Sarkozy et propriétaire du journal. Une lettre dans laquelle il dénonce une censure inacceptable, contraire à la liberté de la presse. Voilà, alors sur TF1, on avait aussi évoqué l'affaire lundi soir, hein, certes, mais c'était un peu moins complet que sur France 3, moins complet et surtout beaucoup moins clair. Reporters sans frontières s'étonne que le journal du dimanche n'ait pas diffusé son article sur Cécilia Sarkozy qui n'aurait pas voté au second tour. Ah, comprenne qui pourra. Voilà. Alors sur France 2, rien dans les JT et en fait il fallait suivre attentivement et en longueur le direct de la passation de pouvoir mercredi matin pour entendre David Pujadas évoquer l'affaire mais avec une remarquable prudence. Gilles, vous nous confirmez que Cécilia Sarkozy, c'est une affaire qui a agité la presse aussi en ce début de semaine, n'a pas voté dimanche ? C'est une information effectivement qui n'a pas été confirmée puisque Cécilia Sarkozy n'a pas parlé du tout de ce qu'on a appelé entre guillemets cette affaire. Donc vous savez que c'est un hebdomadaire, le journal du dimanche, qui aurait pu ou peut-être souhaité à un certain moment divulguer cette information. En fait, ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, cette information-là n'a pas été confirmée pour l'instant. Donc il faut rester évidemment extrêmement prudent. Ouh là là, prudence, prudence, pincette, triple pincette. Oui. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est que si les médias se font complices comme ça, c'est un peu leur faute. Il y a une grosse différence à l'autre côté de la Manche. On se fait moins manipuler, moins facilement manipuler par les gens au pouvoir. Là, le président Sarkozy contrôle toutes les images. C'est une autocensure, c'est-à-dire qu'il y a une information, on l'a vue, c'est avéré, elle n'est pas allée voter, bon voilà, point. Ben non, on la met au conditionnel parce que Madame Sarkozy ne l'a pas accrédité. Alors, on n'a pas accrédité une information vérifiée, elle est vérifiée. Alors, le lundi soir, vous êtes aussi très prudent dans Le Parisien. Le titre, c'est « Cécilia Sarkozy n'aurait pas voté ». Pourquoi ce n'aurait ? Attendez, je suis gêné de dire les choses parce que je suis solidaire de tout ce psychologiquement et statutairement de tout ce qui se fait dans Le Parisien. Ce jour-là, on a été mauvais. Voilà, c'est pas si dur à dire. Non, mais attendez, je cherche pas un alibi, je dis les choses telles qu'elles sont. On a été mauvais. Parce que au lendemain du second tour, on a quand même, on est très présent en Île-de-France. C'est même un élément identitaire du Parisien. On a des rédactions, etc. Et de plusieurs personnes disent mais on l'a vu, on l'a pas vu, elle a pas voté. Il faut aller enquêter. Et quand on a vu ensuite surgir, dans les conditions que vous venez d'évoquer, l'information dans le journal du dimanche, la première chose venant de nous, c'est qu'on a fait, ça nous arrive rarement, c'était le cas, un superbe ratage. Superbe ratage. Bon, voilà. C'est dans Le Parisien qu'aurait dû surgir cette information. Voilà. Bon, elle n'a pas surgi, on n'a pas suivi, on est mauvais. Et après,
tant pis. Alors je sais que mes petits camarades, voyant cette émission, vont se demander quel est mon comportement. Ben, il est celui de l'honnêteté. Hein, et de solidarité avec toutes les équipes du Parisien. En plus, on a été mauvais dans la déclinaison derrière. Pourquoi? Parce qu'on arrive derrière et on met un conditionnel. Alors elle a voté ou elle n'a pas voté? On ne va pas derrière en plus être aussi mauvais au point de mettre ce conditionnel. Cela dit, ce qui me frappe le plus dans cette affaire-là, c'est l'embarras qui a prévalu du côté de Nicolas Sarkozy et de ses collaborateurs. Est-ce qu'il y avait des choses à cacher? Pourquoi n'ont-ils pas quelque part communiqué? Évidemment, quand on voit le contraste avec ce qui s'est passé, la cérémonie d'investiture dont nous avons parlé tout à l'heure, on est au cœur de contradictions qui vont être pour nous difficiles à gérer. On ne peut pas les jours pairs faire dans la vie privée exposer, surexposer et spectaculairement, et les jours impairs, quand c'est un peu plus délicat, se trouver dans l'embarras et avec rétention d'informations. Alors, non, mais clairement, alors d'une manière maintenant plus générale, est-ce que ce qui s'est passé mercredi à l'Élysée, la passation de pouvoir et cette spectaculaire mise en lumière de la vie privée et de la famille, va totalement vous libérer pour enquêter sur tous les aspects et éventuellement les plus embarrassants, les plus gênants de la vie privée des uns ou des autres? Par exemple, est-ce que vous allez envoyer des journalistes, des photographes planqués devant les domiciles des uns ou des autres, comme le font les journaux britanniques? On ne s'interdit rien et on improvisera on inventera plus exactement, on n'improvisera pas, mais on inventera au fur et à mesure. Écoutez, je pense en 2007 encore, qu'un homme politique ou une femme politique a droit jusqu'à un certain point au respect de sa vie privée. Je ne vois pas pourquoi sauf si des actes sauf deux cas de figure, si des actes de la vie privée ont des conséquences sur les choix politiques de l'intéressé, ça peut valoir pour Nicolas Sarkozy comme pour Ségolène Royal et pour d'autres, ou si on avait le sentiment qu'on était baladé, comme je l'ai suggéré, invité à applaudir et à s'esbaudir les bonjours et se taire lorsqu'il y avait difficulté. Non, mais attendez, Dominique de Montvalon, c'est pas si on était, on y est, on est en plein dedans. Embarrassé, je vous le confirme. Merci. Je vous le confirme. En tout cas, félicitations pour votre honnêteté. Alors, on va revenir à ces questions de vie privée dans un instant, mais auparavant, Maya, il faut rappeler que tension dans les groupes de médias, tension aussi entre deux groupes de médias cette semaine. Oui, on parlait du groupe Lagardère tout à l'heure. Là, on va parler du groupe Bouygues, dirigé par Martin Bouygues, autre intime des Sarkozy, et dont le groupe détient entre autres TF1 et la chaîne d'info continue LCI. Alors en l'occurrence, c'est LCI qui s'est illustré cette semaine en suspendant du jour au lendemain l'émission Le Monde des Idées, qui, comme son nom l'indique, est réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, et même elle est présentée par un des rédacteurs en chef du quotidien, Laurent Grelsheimer. Alors à l'origine de cette décision, c'est une petite phrase publiée dans un article du Monde du 8 mai dernier qui décrivait les coulisses médias de la soirée électorale, et le papier citait un homme politique invité dans les studios d'Europe 1 qui lance aux journalistes « Je file sur LCI, je fais les 2 annexes de l'UMP ». Alors, selon le site Rue 89 dont je vous parlais tout à l'heure, encore lui, cette citation anonyme provoque la colère du directeur de LCI, Jean-Claude Dacier, qui, à l'issue d'une conférence, prévient le directeur du Monde, Jean-Marie Colombani: tu ne peux pas me traiter d'annexe de l'UMP, ou alors tu donnes tes sources. Alors la colère de Dacier ne s'arrête pas là, donc, puisqu'il décide dans la foulée de suspendre l'émission, donc Le Monde des Idées. Mais LCI ont fait savoir que cette suspension est temporaire, provisoire, et qu'en fait la chaîne attend des excuses du quotidien pour la rétablir. Ce qui doit être une première, la suspension d'une émission dans l'attente d'excuses. Au milieu de tous ces bipèdes, au journal de 20h de France 2, une apparition inattendue, Judith. Oui, ça se passe lundi dernier dans le 20h de France 2, et c'est un drôle de JT un peu obsessionnel qui s'ouvre sur l'ancien président de l'UMP, qui remercie tous ses amis. C'est un JT qui se poursuit ensuite avec le futur chef de l'État qui raccompagne ses amis. Et c'est un JT qui continue encore avec cet homme de dialogue déjà
à l'œuvre en train de saluer ses partenaires sociaux. C'est un JT qui petit à petit me parle dans mon pays, et dans mon pays c'est affreux, il y a des pédophiles récidivistes qu'il faudrait vraiment arriver à rendre inoffensifs. Dans mon pays c'est atroce, il y a des jeunes délinquants qui maltraitent les enfants juste pour le plaisir de les filmer, ou bien alors qui vandalisent une école maternelle avec une voiture bélier. Dans mon pays, enfin, c'est terrible. Il y a des gens très très âgés qu'il faudrait vraiment arriver à aider face à l'Alzheimer. Et avec tout ça, dans mon JT, c'est bizarre, mais je commence à avoir l'impression d'être à l'intérieur d'un discours de Nicolas Sarkozy et de tourner en rond. Et tout à coup, vous allez voir, il y a une rupture, c'est saugrenu, c'est cocasse. Et l'homme de cette rupture, c'est David Pujadas. La Thaïlande veut sauver ses éléphants. L'animal est l'un des emblèmes du pays et fait le bonheur des touristes, mais son utilisation comme bête de somme reste courante, malgré l'interdiction officielle. Beaucoup meurent car ils sont maltraités ou sautent sur des mines. Du coup, des volontaires ont créé une fondation et une clinique pour les protéger. En voilà une idée, qu'elle est belle, une fondation pour sauver les éléphants. Ces pauvres bêtes que la vie et le travail ont abîmés, ils sont malades, ils font pitié, ils sont aveugles ou mutilés. C'est la séquence émotion du journal télévisé et le message est clair, il faut sauver les éléphants. Tous les éléphants, qu'ils s'appellent Motala ou qu'ils s'appellent autrement. Motala s'est battue pour survivre. Et moi, je me bats pour elle et pour les autres. Parce que la chance qu'elle a eue, ses congénères ne l'ont pas. Et là, moi, je pense à ces éléphants en détresse qui n'ont pas eu cette chance. Mais les éléphants auxquels je pense n'ont pas forcément une grande trompe, de grandes oreilles et la peau grise. Alors, vous me direz que je suis obsédée, que la politique me bouffe les neurones et vous aurez raison. Mais j'ai une excuse et cette excuse, c'est la sileps. La sileps, c'est cette figure de rhétorique par laquelle on joue à la fois sur deux sens d'un même mot, son sens propre et son sens figuré. Les éléphants au sens propre, plutôt gris, et puis les éléphants au sens figuré, plutôt rose, socialiste. Alors il est impossible de savoir si Pujadas a délibérément compté sur cette sileps des éléphants, impossible de savoir ce qu'il a décidé à glisser ce reportage exotique dans son JT, alors qu'aucune urgence, aucune actualité ne le justifiait. Impossible aussi de savoir si je suis la seule à avoir vu passer ces éléphants roses dans ce journal tout gris. Mais dans tous les cas, pour ce moment décalé, pour cette échappée rêveuse et tellement suggestive, je voulais lui dire, David, merci. On revient en France encore dans une seconde, mais pendant ce temps-là, pendant que ces événements planétaires se déroulent en France, la Terre continue de tourner. Yulia, sanglantes émeutes au Pakistan. Oui, il s'agit des violents affrontements armés entre les groupes politiques rivaux qui ont fait au moins 41 morts le 12 mai dernier au sud du Pakistan, à Karachi. Ces affrontements se sont déroulés entre des partisans du président pakistanais, le général Musharraf, et ceux de l'opposition qui soutiennent l'ancien président de la Cour suprême, le juge Chaudhry, ici au milieu de l'image, qui a été limogé par le président en début de mars dernier. Alors, depuis, le juge est devenu une personnalité emblématique d'opposition au régime militaire du président Musharraf. Il est arrivé le 12 mai au matin à Karachi pour prononcer son discours devant ses sympathisants, mais à cause des violents affrontements entre ses partisans à lui et ceux de Musharraf qui voulaient empêcher l'événement, il n'a finalement pas pu quitter l'aéroport. Alors, les chaînes de télévision pakistanaises, dans tout ça, ils ont interrompu leur programme, ils ont diffusé les images en direct. On pouvait voir des fumées noires envahir la ville, les voitures et des camions enflammés, évidemment aussi des images des blessés à l'hôpital, mais il y avait aussi des images beaucoup plus explicites, pour le coup ceux des affrontements. Ils étaient diffusés sur la chaîne pakistanaise privée AHTV, nous les avons retrouvés sur la BBC. Sur ces images, on pouvait très clairement voir les tireurs et même les identifier. On pouvait aussi voir les affrontements en direct. Alors du coup, la patronne de la chaîne était appelée par les partisans de Musharraf, par un parti qui lui est proche, pour demander d'interrompre ce direct. Mais le patron avait refusé. Du coup, en bas de l'immeuble, très vite, il s'est retrouvé avec des gens armés qui ont commencé à viser les bureaux de la chaîne. Alors la chaîne a diffusé tout ça en direct. On pouvait voir les journalistes allongés par terre essayant d'esquiver les balles, et le rédacteur en chef de la chaîne avait raconté tout ça par téléphone en direct. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, notre équipe de reportage, nos journalistes, nos caméramens se protègent de la fusillade.
Comme vous voyez, ils ont pu récupérer les balles. Vous pouvez constater par vous-même la situation. Vous voyez également notre rédacteur en chef, Talad Hussein, qui est sur place et qui nous raconte ce qui se passe en direct. Voilà. Et Moucharaf s'est plaint de ces retransmissions. Hein. Oui, le président Moucharaf avait accusé la chaîne d'avoir incité les violences en diffusant ces images en direct, mais il se renvoie en fait la balle avec AHTV. J'ai parlé au patron de la chaîne qui m'a expliqué que la chaîne était visée pendant plus de 6 heures par ces hommes armés et ils ont appelé à plusieurs fois au secours, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les autorités d'intervenir, mais ils se sont jamais présentés. Voilà, un rôle particulièrement important des images dans les événements politiques. Merci Yulia. Donc retour en France et retour à ce qu'on a appelé au début de cette émission la chute du mur de Berlin entre vie privée et vie publique, en changeant cette fois avec vous Maya de bord politique, puisque de l'autre côté aussi il semble que les lignes sont en train de bouger entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Oui, c'est ce qu'on a vu à travers un livre Femme fatale écrit par 2 éminentes journalistes du Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui nous racontent les coulisses de la campagne, donc côté socialiste. Alors c'est plein de petites phrases de off glanées auprès des proches du PS, une enquête politique donc, sauf que le succès du livre et la promo se fait essentiellement autour du premier chapitre où les 2 reporters expliquent que Ségolène Royal s'inquiétait de voir son compagnon, donc François Hollande, s'intéresser de trop près, trop préoccupé, de voir, trop préoccupé d'une journaliste, je cite, belle, blonde et vive, et chargée par son journal de suivre le PS, au point qu'elle demandera même, toujours selon les auteurs du livre, à Thomas, son fils aîné, de téléphoner à la direction du magazine pour l'enjoindre de décharger la journaliste de sa rubrique. Alors elle raconte également cette scène cruciale d'après elle pour comprendre la candidature de Ségolène Royal. Ça se passe après le Congrès du Mans, donc en 2005. François Hollande invite dans un grand restaurant parisien ses 2 amis Julien Drey et François Rebsamen, quand tout à coup son téléphone portable vibre, il répond en chuchotant et quitte prématurément la table sans explication. Un peu plus tard, Ségolène Royal cherche à le joindre sans succès. Du coup, elle appelle Drey et Rebsamen, croyant toujours François avec eux. Alors après cette soirée, Ségolène Royal, nous disent les 2 journalistes, choisit d'imposer de la distance entre eux, au point que plusieurs amis de leur petite bande ont dû offrir l'hospitalité à François Hollande. Et c'est donc cet événement qui, selon les auteurs, explique les problèmes de communication entre la candidate et le chef du parti. Donc voici donc toute l'histoire. Mais pourtant, quand sur les plateaux où elles viennent faire la promo de leur livre, les journalistes les interrogent sur cette partie du livre, elles semblent étonnées. Votre thèse, au fond, c'est que Ségolène Royal s'est présentée à la présidence pour régler quelques comptes avec François Hollande après une blessure sentimentale. C'est pas vraiment ça. C'est notre thèse, c'est qu'elle s'est sentie libérée parmi. Voilà, elle avait cette ambition présidentielle depuis longtemps. Le livre s'appelle donc La femme fatale. La femme fatale, c'est Ségolène Royal. Vous expliquez son parcours et vous dévoilez la vie privée de Ségolène Royal et de François Hollande. Fallait-il déballer leur vie privée aujourd'hui pour expliquer la vie politique? Alors d'abord, on ne déballe pas leur vie privée. C'est vrai que la thèse que vous mettez centrale en avant, d'une certaine manière, c'est de dire qu'il y a beaucoup de vie privée dans cette motivation de Ségolène Royal. Alors c'est pas la thèse centrale parce qu'on explique, on explique les ressorts de cet échec. Le fait qu'il la trompe, personne n'a dit ça encore jusqu'ici. Mais nous, on ne le dit pas comme ça. Excusez-moi, c'est vous qui le dites. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que votre livre, on le trouve plus en librairie, Ariane. Vous dites quand même que l'ambition de Ségolène, qui était contenue depuis des années, n'aurait peut-être jamais été libérée s'il n'y avait pas eu la trahison conjugale de François Hollande. La trahison conjugale, c'est vous qui le dites. Il y a eu un différent. Nous, on est resté très j'espère, élégante, mais on ne parle pas de... Pas suffisamment pour qu'on ne comprenne pas, d'ailleurs, j'ai compris. Voilà. S'il y avait un mot-clé qui résume tout ça, c'est embarras. Vous nous parliez tout à l'heure de votre embarras. Là, l'embarras est perceptible, aussi bien l'embarras des intervieweurs que des interviewés. Votre réaction sur cet embarras français, cet embarras général? On sent ce sens de pudeur qui existe toujours en France vis-à-vis de la vie privée.
Si c'était un autre pays, pas seulement la Grande-Bretagne, je crois qu'on serait allé beaucoup plus loin, plus vite dans l'analyse de ce couple. Parce que c'était un couple énormément en vue. C'était la candidate, la favorite. Qu'est-ce que vous avez écrit dans le Times sur ce couple, justement? On a fait un peu comme la presse française. On a été assez délicat. Tout le monde sait dans le petit monde journalistique. Un certain embarras chez le journaliste britannique aussi. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la preuve de ce qu'on aurait pu affirmer. Il n'y avait que des rumeurs, vous les connaissez, hein, dans le petit monde journalistique parisien. Tout le monde savait que le couple Royal-Hollande n'était pas vraiment un couple, dans le sens conjugal depuis longtemps. Vous savez, vous, que ce n'est pas un couple? C'est pour ça qu'on n'a pas écrit comme ça dans le journal. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des histoires de fesses dans la politique. Oui. C'est un couple qui n'est pas marié. Ils ont des enfants. Oui. Après, qu'ils aient des histoires de fesses en dehors du mariage, il semblerait que tout le monde le sache. Mais que ce ne soit pas un couple, pas une famille qui peut l'amener. Effectivement, moi, pendant cette campagne, on n'a pas arrêté de me bassiner là-dessus en disant mais c'est plus un couple. En fait, ils font semblant. Alors vous répondiez quoi? Moi, disons que j'ai... D'abord, ça ne m'intéresse pas personnellement. Mais John Paul, ce que vous dites, pour que ce soit bien clair, vous dites ça ne m'intéresse pas. Oui, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai enquêté et ces rumeurs étaient sans fondement. Parce que s'il y avait mensonge, si c'était un couple qui se cachait de ne plus être une famille et qui s'affichait encore comme une famille avec Thomas qui était dans la campagne, Thomas Hollande, le fils. Je trouvais que là, il y avait information. Moi, je me suis penché là-dessus, j'ai cherché, j'ai eu l'information comme quoi ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble, ça veut dire qu'ils habitaient ensemble. Qu'ils habitaient ensemble, voilà. Qui passaient leurs vacances ensemble. Sauf en ce moment, là, ils ne sont pas ensemble. Paraît-il, il y a... Madame Royal est partie en vacances à Djerba, tout le monde raconte cette histoire, sans François Hollande. Qui lui s'occupe de son parti, qui a du mal qui garde le parti, en ce moment, qui essaie de garder au moment des nominations des ministres, etc. Mais voilà, nous à la télé, on a enquêté là-dessus. Oui, donc ça vous intéressait quand même un peu. On est bien obligé de répondre à cette demande. Et s'il y a effectivement, avec le livre de mes consoeurs, s'il y a effectivement en gros une menace, si tu ramènes Jospin, parce que ça c'est une information qui a été d'abord sortie chez vous, je pense, dans le Parisien, si tu ramènes Jospin dans la campagne, tu verras plus tes enfants. Alors ça, il faut être très très précis. Ça, c'est une phrase prêtée à Ségolène Royal par Julien Dray, un de ses conseillers, et rapportée à plusieurs journalistes par Julien Dray. Et plusieurs journalistes l'ont écrit. D'ailleurs, Le Parisien... Lequel Julien Dray ne s'en souvient plus de l'avoir rapporté aujourd'hui. Tout est complexe. Enfin, c'est vous qui l'avez écrit. L'embarras doit être partagé. La thèse du Parisien. Alors, monsieur, le Parisien... On essaye d'approcher la réalité, on n'a pas de thèse là-dessus. Vous savez... Vous avez pris aussi quelques distances avec le livre de Chemin et Baquet. Vous parlez d'information entre guillemets dans le compte-rendu. Le mot info est entre guillemets. Vous dites que c'est une information entre guillemets qui jusqu'ici, par prudence, par ignorance ou par respect, était tue ou presque. Et 2-3 jours plus tard, j'ai fait une critique du bouquin très élogieuse. Très élogieuse. C'est ça la critique. La critique, c'est cet article-là. Ah oui. Qui est élogieux, mais vous mettez quand même le mot info entre guillemets. Oui. Puisqu'elle est contestée par les intéressés. Non mais attendez, il y a plusieurs problèmes là. Le premier, effectivement, je vous rejoins, c'est que même si on en a l'intime conviction, supposons que ce soit le cas, il faut quand même la preuve absolue des faits. Nous ne l'avons pas, personne ne l'a. Et on ne peut pas franchir complètement la frontière entre une affirmation catégorique et une supputation que l'on croit tout à fait problème. Je vais vous dire, j'ai trouvé... Il n'avait pas à faire de confession publique. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un voile trop épais. J'aurais aimé quand même, comme journaliste et peut-être d'abord comme citoyen, qu'il y ait quelques éclairages, quelques explications qui soient données sur cette situation. Qu'ils en parlent par eux-mêmes. Par eux-mêmes, bien entendu. Ouais. Alors, on a quand même vécu, on a vécu dans la campagne électorale des situations étonnantes. À un moment, alors ça a été pris à la légère, à un moment, Ségolène Royal, François Hollande n'était pas au courant, a expliqué qu'ils allaient se marier. L'affaire a été réglée en 48 heures. Ils se mariaient en Polynésie tous les deux. Étonnant. Une autre fois, je cite juste cet autre exemple, leur fils donne une interview en bonne et due forme sur une page dans Thomas, sur une page dans Elle, et on lui demande à un moment et si ça avait été votre père? Et il explique de façon que je trouve personnellement assez ahurissante, j'aurais voté pour lui, mais je n'aurais pas fait campagne parce que lui c'est un archéo. Attendez, à un moment,
un peu de clarté là-dedans. Alors vous auriez aimé... Moi j'ai aimé le livre. J'ai aimé le livre. Je ne sais pas si tout ce qui est dit est exact, mais d'abord, dans ce livre, elles ne disent pas, les deux auteurs ne disent pas que tout s'explique par la mésentente conjugale. Elles expliquent que ça a été un facteur d'accélération et qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé politiquement sans intégrer cet élément-là. Ça, je suis d'accord. Enfin, vous savez ce que sont les médias. Elles ne disent pas que tout s'explique, mais c'est ce que retiennent tous les journalistes qui les interviewent. C'est normal, puisque c'est un sujet complètement tabou, c'est normal. Comme on l'a vu Moi aussi, j'ai retenu ça. Dans le montage. Alors, vous dites que vous auriez aimé en savoir plus, et effectivement, vous n'êtes pas le seul, puisque tous les journalistes de télé qui recevaient François Hollande lui posaient tous la même question, Maya. Une question qui leur brûlait les lèvres dès qu'ils avaient François Hollande en face d'eux. Alors on sent bien que ça les gêne un peu, mais tant pis, ils se lancent. Je ne pouvais pas être une candidature de plus. Oui, ça j'ai bien compris, mais il se trouve, voilà, on va pas tourner autour du pot, que cette candidate qui est en tête des sondages, voilà, est la mère de vos enfants. Donc est-ce que sur ce terrain-là, ça aurait été envisageable que vous soyez tous les deux candidats? En août 2005, on se dit que c'était les temps heureux, de la complicité entre les deux ou la complémentarité. Je vous montre tout de suite la deuxième photo. Là, c'était le jour, un petit peu le dernier débat entre les candidats, et on se dit depuis ça s'est gâté entre les deux. Est-ce que c'est une position inconfortable? Je sais que ça vous agace toujours un peu, mais c'est vrai que c'est une situation inédite. Moi, j'ai pas laissé ne pas vous agacer non plus. Mais vous, personnellement, François Hollande, parce que vous avez une situation un peu à part dans le paysage politique, est-ce que vous êtes inquiet pour Ségolène, en même temps impatient? Et en plus, vous êtes dans une situation personnelle quand même qui est compliquée. Comment est-ce que vous gérez ce dilemme-là? Non, elle n'est pas compliquée. Sans parler de ce qui se passe chez vous, qui ne nous regarde pas. En un mot, les Français s'interrogent. Quelles sont vos relations en ce moment avec Ségolène Royal? Elles sont bonnes? Oui, nous travaillons ensemble. Vous vous rendez compte que votre couple est un objet de curiosité nationale? Moi, j'essaye de distinguer la vie personnelle de la vie politique. Bien sûr, mais enfin, vous savez bien que ça fascine tout le monde, cette histoire-là. Est-ce qu'ils se disent tout? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Enfin, je sais que c'est pas bien de ma part, je sais que je ne devrais pas. Mais enfin, quand même. Je laisse les commentaires et moi, je fais mon travail. Voilà, alors John Paul, vous l'avez dit tout à l'heure, vous, ça vous intéresse pas trop les histoires de couple, mais quand même, des fois, c'est plus fort que vous. Par exemple, on est à la veille du discours de Villepinte, il me semble, et alors vous attrapez François Hollande, et alors, mine de rien, comme ça, vous réussissez quand même à lui poser la question que tout le monde se pose. Ça va? Bien. Vous avez vu ce qu'elle va dire demain? Pas encore. Non? Vous le voyez quand? Peut-être que je ne le verrai pas. Ah ouais. Ah ouais. Elle va faire ça toute seule, sans vous le montrer. Mais elle n'a pas. Ce soir, vous ne vous voyez pas pour discuter de demain. Je pense qu'elle m'en donnera quelques éléments. Il n'y a qu'une personne qui se présente au suffrage, c'est elle. Il n'y a pas un groupe. C'est pas une équipe, c'est pas un parti. Vous parlez toujours d'équipe, vous parlez toujours de collectif. Vous, à la tête du PS, depuis que vous avez repris ce parti, elle jamais. Elle dit je. Vous dites toujours nous. Mais parce que peut-être qu'elle s'est projetée plutôt que d'autres dans l'élection présidentielle. C'est elle la candidate, c'est pas moi. C'est sa méthode qui a été retenue, pas la mienne. C'est sa conception qui a prévalu, pas la mienne. Oui, enfin, quelques minutes plus tard, nous le retrouvons dans le bureau de sa campagne, en train de lui lire un discours. Même s'il s'en cache, ces deux-là sont restés complices. Ah, John Paul, sa compagne. Vous voyez bien que ça vous intéresse un peu quand même. Je suis obligé. Je ne traite pas que des questions qui m'intéressent. On m'a tellement posé cette question. Vous auriez pu dire la candidate. On le retrouve dans le bureau de la candidate. C'est important de temps en temps, ça change, parce que la candidate, je le dis tout le temps, là, c'est sa compagne. C'est juste pour chercher un synonyme. C'est pas que pour chercher un synonyme, c'est juste... À ce moment-là, moi je les vois encore ensemble, alors qu'ils nient, alors qu'ils essayent d'organiser une différence et une séparation... volontairement des deux côtés, je sais pas, mais en même temps c'est vrai qu'ils apparaissent pas ensemble et politiquement ils apparaissent. Elle apparaît très isolée, très seule, voulant tout décider, et lui quand on lui pose la question, on le voit très mal à l'aise. Et effectivement, moi je trouve que là, si vous laissez ce malaise en longueur au montage aussi, c'est bien effectivement avec l'arrière-pensée de nous montrer un gars qui est mal à l'aise par rapport à une question intime, même si la question n'est pas formulée de manière intime. Parce que je pense qu'effectivement, là, le fait qu'il n'ait pas été clair, tous les deux, politiquement, sur cette campagne, et qu'ils aient été séparés, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le message a été trouble, et que ça a pu troubler certains électeurs sur ces gens-là ne sont pas clairs. Voilà. Moi, je voudrais rendre hommage, au travers de votre montage, à François Hollande, parce qu'il a donc été possible, pendant toute cette campagne, de l'interroger sur cette question, quitte à ce qu'on soit payé en retour d'une dérobade, parfois élégante. Mais question,
est-ce qu'il a été possible de poser la question à Ségolène Royal? Réponse, non, ou alors au prix de éventuellement certaines rétorsions. Non, mais ça, alors, oh là, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle ne tolérait pas que cette question-là, et d'autres d'ailleurs, lui soient posées. C'est-à-dire que vous en avez fait personnellement l'expérience aux Parisiens? Oui, absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un de vos journalistes a posé la question. Mais je prends par exemple l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Nous avons, comme pour les autres candidats, je l'indique bien, un jour fait un dossier au début de la campagne. C'est normal, c'est quelqu'un qui n'était pas très connu. Elle était candidate à la présidence de la République. La vraie nature de Ségolène Royal, une douzaine de pages avec des photos, des enquêtes, le tout me paraissant, pouvant être lu aujourd'hui, me paraissant tout à fait équilibré et instructif, surtout, c'est ça qui est important. À l'intérieur, un papier de Nathalie Segonne qui évoquait de façon pesée, millimétrée, respectueuse donc, la vie privée du couple et cette fameuse phrase si François fait ça, il ne reverra plus ses enfants. Phrase prêtée, on le sait maintenant, par Julien Drey à Ségolène Royal. Eh ben, nous avons été menacés d'un procès qui n'a pas eu lieu, d'une plainte qui n'a pas été déposée finalement. Elle nous a même, mais ça appartient au passé, et tout le monde a le droit de perdre ses nerfs. Mais elle a même elle avait même, par l'intermédiaire d'un avocat ami de la famille, demandé une chose tout à fait peu ordinaire, c'est-à-dire que nous fassions une mise au point avec photos d'importance identique, mise en page spectaculaire, en la présentant comme notre propre mea culpa sans qu'il ait été sollicité. Voyez-vous, c'est quand même original. On ne l'a pas fait, je précise. Et symétriquement, pour revenir un instant au bord opposé, est-ce que des journalistes de chez vous ont tenté de poser la question à Nicolas Sarkozy pendant 3 mois? Sur ses rapports avec Ségolène? Non, pendant 3 mois où Cécilia Sarkozy disparaît, il n'y a plus aucune apparition publique entre janvier et avril 2007. Elle disparaît de la campagne visible. Est-ce qu'il était possible de poser cette question-là au camp Sarkozy? Il y a eu une situation pour nous de très grande tension lorsque nous avons fait une une. Consacré au couple, parce que c'était un acte politique, étant donné l'omniprésence d'abord politique de Cécilia Sarkozy au ministère de l'Intérieur, avec des émissions à la clé, des interventions, etc., qu'elle disparaisse un jour dans des conditions que l'on sait désormais, c'était un acte politique, donc on a fait la une du journal là-dessus, et ça n'a pas suscité immédiatement dans l'équipe Sarkozy un enthousiasme délirant. Non, mais c'est-à-dire allez, on en finit. Le mur de Berlin est tombé de Montvalon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, ils nous ont fait la gueule. Ah voilà. Charles Bremner. Vous parlez du mur qui est tombé. Je crois qu'il est tombé le jour que Paris Match a fait sa une de Richard Attias, n'est-ce pas? C'était quand même quelque chose dans la tradition française de mettre l'amant de l'importance de Sarkozy à la une. Ils ont payé le prix. Oui, puisque le directeur Alain Genestar a été licencié par le groupe Lagardère à la suite de ça. Enfin, disons qu'il est tombé à moitié, puisque à la suite de cette une, justement, il s'est relevé le mur de Berlin. On l'a reconstruit. Puisque, effectivement, la presse française, ensuite, n'a pas persévéré dans cette voie-là. Oui, j'ai l'impression... Peut-être effrayée par ce licenciement. Je crois que la France est dans une phase de transition, un peu comme... On se convertisse à vos pratiques. J'espère que non, vraiment. Pourquoi? Pourquoi vous espérez que... Parce que je crois que la presse, surtout tabloïd britannique, va beaucoup trop loin. C'est ridicule. Parfois, on a des détails anatomiques des maîtresses, des ministres, dont on pourrait parfaitement bien se priver. C'est ridicule, l'exagération maintenant qui se passe en Angleterre. Mais quand même, il y a beaucoup d'hypocrisie en France qui existe toujours. Souvent, pour faire passer des rumeurs qui courent en France, on cite la presse étrangère, la Suisse, britannique. C'est vrai que la presse française aime bien faire ça, citer les journaux étrangers. Ce qu'on a d'ailleurs fait nous en début d'émission. Oui. Judith Bernard, sur tout ce qu'on vient de voir, peut-être sur les mots, les mots de l'embarras, les points de suspension, les synonymes. Oui, où je trouve qu'il y a énormément de déni quand on voit les journalistes qui disent je n'ai pas dit ce que vous avez entendu alors que tout le monde l'a entendu. En général, quand il y a ce phénomène-là entre l'intention et la réception, ça veut dire quand même que c'est bien ce qu'elle voulait faire entendre. Ce que je ressens, je ne sais pas si je suis la seule à le ressentir, je trouve finalement infiniment plus violent
le dévoilement de supposées intentions de motivation psychologique de Ségolène Royal à sa candidature que le dévoilement des histoires de fesses. C'est-à-dire que les histoires de fesses, au fond, bon, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas tellement résister à leur dévoilement. Et par ailleurs, ce sont des faits qui peuvent en effet avoir des conséquences concrètement sur la vie politique, parce que les histoires de fesses, ça peut déboucher sur des histoires de famille, et une famille, ça a un rapport avec la vie politique. Alors que la question des motivations psychologiques de l'un ou l'autre candidat, là, on rentre dans les sphères complètement ténébreuses de l'âme. Je pense que Ségolène elle-même ne sait pas très bien qu'est-ce qui a motivé sa candidature entre l'ambition, la revanche, le meurtre du père et éventuellement le sentiment de trahison. Personne ne le sait. À la limite, ça regarde un psychanalyste et Madame Royal elle-même. Mais que la presse et ces deux journalistes aillent supposer qu'il y ait un rapport entre cette histoire de fesses et son ambition, je trouve que là, on est dans la transgression majeure. Je vais plus loin, moi. Je vais plus loin. J'ai pas de sympathie particulière pour Ségolène Royal, mais j'ai le sentiment qu'au final, ce qui restera de ce livre, c'est qu'on va nous dire finalement, elle s'est présentée parce qu'elle a été cocu. Et elle qui s'est présentée pour porter haut la candidature d'une femme, finalement, ce geste politique fort, ce parcours politique fort, on lui renvoie à la figure son statut de femme dans cette intention politique. Mais est-ce qu'on a dit à Nicolas Sarkozy que finalement, s'il allait jusqu'au bout, c'était pour prouver qu'il avait une virilité énorme? Je ne suis pas sûr. Donc là, ou pour reconquérir Cécilia. Ou pour reconquérir Cécilia, je le disais en filigrane. Donc, au final, je sais que dans le livre de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, il y a beaucoup d'autres choses, mais finalement, il restera de ça le portrait d'une femme qui était bien tranquille chez elle et qui, parce qu'elle a été cocu, s'est dit bah, tiens, je vais me présenter à la présidence de la République, ça va lui apprendre. Il y a quelque chose de terriblement délirant dans cette affaire. C'est ce que disait Judith. Tous les observateurs qui suivent Madame Royal depuis quelques années savent que c'est une femme très ambitieuse depuis des années et qu'elle prépare ce coup-là depuis longtemps. Même en 95, elle y avait pensé, en 2002 également. C'est donc quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour avoir cette ambition qu'il faut pour se présenter à la présidence de la République. Ça étant dit, c'est intéressant quand même. Ça pique, on a envie de tout lire, tout voir. Moi, je suis esclave de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je prends des distances et à la fois, je dévore comme si c'était de la petite histoire. Si vous aviez été à la place de Montvalon, directeur adjoint de la rédaction du Parisien, vous choisissiez cette photo pour la une, je reviens au début de l'émission, ou vous choisissiez... Non, moi j'aurais mis le fils penché sur le collier. J'aurais mis le petit Louis penché sur le collier. C'est pas Libé qui a... Mais j'aurais changé sans doute la vocation du journal à ce moment-là. J'aurais changé le pouvoir d'attraction de Louis penché sur le collier est irrésistible et j'aurais sans doute fait la une là-dessus. J'ai bien aimé la façon dont vous parliez du livre de nos deux consoeurs du Monde, parce que j'espère ne pas vous choquer en disant que j'ai trouvé trace de l'embarras que j'affiche moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la phase collective où nous ne sommes pas quelque part tous là, à chercher des repères, à savoir jusqu'où aller, quels sont les critères, en sachant que de toute façon, ce n'est pas du côté des tabloïds britanniques que se trouve la vérité? Ce qui est une note de consensus pour terminer cette émission. Merci à tous trois d'y avoir participé. Est-ce que le mur de Berlin est tombé ou est-ce qu'il va se reconstruire dans la nuit? On ne sait jamais, les murs peuvent se reconstruire. Suite de l'histoire, eh bien, ces prochaines semaines. À dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous.